Monsieur Seldon vous présente l'élection présidentielle française de 1879. En 6 ans, beaucoup de choses ont changé dans le jeu politique français. Nous sommes désormais officiellement rentrés dans l'ère de la Troisième République. En effet, l'Assemblée nationale a adopté entre février et juillet 1875 3 lois constitutionnelles qui feront office de constitution pour le régime qui est désormais confirmé comme républicain, ce qui n'était pourtant pas gagné. Cette nouvelle constitution est très courte, seulement 34 articles au total, sans préambule ni déclaration de principes ou de droits, sans référence philosophique non plus, signe de la forte division politique qui règne alors. Les règles institutionnelles sont ainsi précisées. Un président de la République, au pouvoir très étendu, élu pour 7 ans par les 2 chambres du Parlement, réunies en Assemblée nationale à la majorité absolue des suffrages. Un président du Conseil, chef du gouvernement, ancêtre du Premier ministre, qui n'est d'ailleurs que sous-entendu dans les lois constitutionnelles. Le Parlement devient en effet bicaméral en étant composé de 2 chambres, la Chambre des députés, chambre basse et élue au suffrage direct, et le Sénat, chambre haute, pièce maîtresse du compromis entre les républicains et les monarchistes, élus au suffrage indirect. Seule la Chambre des députés peut être dissoute par le président. 1 an après l'adoption de ces lois constitutionnelles, l'élection législative de 1876 marque un tournant historique. Le scrutin est largement remporté par les républicains, menés notamment par Léon Gambetta, renversant la majorité monarchiste. C'est le début d'une période de coexistence difficile entre le président monarchiste Patrice de Mac-Mahon et la nouvelle majorité républicaine. Mac-Mahon décide le 16 mai 1877 de finalement remplacer le président du Conseil, Jules Simon, un républicain, par le conservateur orléaniste de Broglie. Dans la foulée, il dissout la Chambre des députés. Mais ces élections de 1877 désavouent Mac-Mahon et renforcent le camp républicain. Mac-Mahon finit alors par se soumettre aux résultats électoraux et adresse un message au Parlement qui sonne comme une capitulation politique, reconnaissant que la dissolution ne peut être une façon normale de gouverner un pays. Le coup de grâce est alors donné lors des élections sénatoriales du 5 janvier 1879 qui font passer également le Sénat côté républicain. Mac-Mahon, qui ne dispose plus d'aucun soutien parlementaire, préfère démissionner le 30 janvier 1879. Cette fois, ça y est, le régime républicain s'est enraciné et il faut donc trouver rapidement un successeur à Mac-Mahon. Conformément aux lois constitutionnelles de 1875, le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés, réunis en Assemblée nationale. Comme la durée entre la démission de Mac-Mahon et l'élection est extrêmement courte, moins de 8 heures, un record de vitesse encore aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de campagne électorale. En fait, il n'y a même pas de vrais candidats, les votes de l'Assemblée nationale se faisant assez naturellement. Le grand favori de l'élection est Jules Grévy, champion naturel des Républicains, car président de la Chambre des députés depuis 1876. Il incarne la frange modérée des Républicains, faction de gauche de la moyenne bourgeoisie libérale. Il a notamment été très actif durant la crise de 1877, s'opposant à un retour de la monarchie. C'est un homme de grande expérience, âgé de 72 ans, particulièrement réputé pour son éloquence, le monsieur ayant été avocat puis bâtonnier de l'ordre des avocats, la fonction la plus prestigieuse de ce dernier. Et voici les résultats, et bien entendu, pas de suspense, c'est Jules Grévy qui est élu président de la République avec 84,03% des voix des grands électeurs. Il devient donc le 4e président de la République française. A noter que la participation est beaucoup plus élevée qu'en 1873 avec un taux de 89,13%. Loin derrière Jules Grévy, le général Alfred Chanzy, gouverneur de l'Algérie et non candidat. Il reçoit malgré tout 99 voix, soit 14,78% des suffrages. Il appartenait également au camp des républicains modérés et était depuis 1875 sénateur inamovible, soit sénateur élu à vie, un statut qui sera supprimé en 1884. 8 voix se retrouvent ensuite éparpillées entre 4 non-candidats. 5 voix pour Léon Gambetta, leader de l'Union républicaine, la faction radicale des républicains. 1 voix pour le militaire Paul de Latminero, sénateur de la Vienne siégeant au centre droit. 1 voix pour Henri d'Orléans, militaire, président du Conseil général de l'Oise et fils de l'ancien roi Louis-Philippe Ier. Et enfin 1 voix également pour Gaston de Galifet, général de division, et qui pour l'anecdote sera futur ministre de la guerre pendant 1 an de 1899 à 1900, mais tout de même en pleine affaire Dreyfus. Jules Grévy inaugure une nouvelle pratique des institutions, que l'on appellera d'ailleurs Constitution Grévy, et qui perdurera durant toute la Troisième République. Le président, 2 ans après la crise de 1877, affirme renoncer à exercer le droit de dissolution au motif que l'Assemblée, élue au suffrage universel, posséderait une plus grande légitimité que le président élu au suffrage indirect. C'est le désaveu final du monarque républicain prévu initialement par les lois constitutionnelles en vue d'une restauration qui n'est finalement jamais venue. Le basculement du Sénat rend totalement impossible la dissolution et la pratique des institutions de Grévy fait du président une simple figure, influente mais dépourvue de pouvoir réel.
Le lendemain du discours de Jules Grévy, Léon Gambetta déclare « Depuis hier, nous sommes en République ».